c'est-à-dire à quelque part considèrent tout ce qui est extérieur à leur périmètre hostile, par définition. Et se retrouvent chaque année un peu plus coupés des réalités, un peu plus distantes également des populations, et finalement appliquant des schémas définis dans les grandes capitales ou dans des QG bunkérisés, dans des zones internationalisées, où finalement on n'a plus vraiment d'approche par rapport à ce qui est la vie et la réalité locale. Ça, c'est un peu le tout sécuritaire, c'est ce que j'appelle moi une dérive sécuritaire, qui est malheureusement prônée à l'heure actuelle par les Nations Unies en tête et qui font des adeptes parmi les ONG américaines et anglo-saxonnes, où effectivement le mot dissuasion, le mot protection, le mot militarisation revient un petit peu à toutes les sauces. Je pense qu'effectivement ça peut être un remède à court terme, c'est-à-dire à quelque part si on veut faire du chiffre plutôt à la baisse, c'est clair que ça va statistiquement probablement, évidemment, si les gens ne sortent plus de leur résidence, si les gens ne vont plus sur le terrain, si les gens à quelque part ne font plus leur boulot humanitaire, évidemment qu'il va leur arriver beaucoup moins d'incidents qu'à ceux qui sont sur le vrai terrain. Ça, je pense que c'est une lapalissade. Et puis la majorité des autres essayent au contraire, je crois, de se distancer de ce concept-là en essayant justement de dialoguer, d'accéder, de faire des partenariats, de nouer des contacts, c'est-à-dire de ne pas faire ce que les ONG et le CICR ont fait il y a encore 5 ou 10 ou 15 ans, c'est-à-dire qu'on arrivait avec des dialogues tout faits, et puis on allait chez un interlocuteur, et puis au lieu d'écouter ce qu'il avait à nous dire, on mettait la cassette, et puis à quelque part, quand on avait fini de parler, on répondait à 3 questions, et puis de toute façon, il fallait qu'à la fin du débat, on ait raison. Donc on ait raison en disant, oui, nous on est neutre, nous on est indépendant, et c'est comme ça qu'il faut penser les choses. Donc adapter le discours, adapter je crois que c'est par rapport à chaque acteur. Comme l'a dit un intervenant, je crois qu'il est faux de mettre tout dans un seul bloc. Effectivement, les situations sont complexes. Il n'y a pas d'a priori fondamental et par définition négatif par rapport à l'humanitaire. Je pense qu'il y a effectivement des causes externes et un environnement dans certains contextes qui fait que l'action humanitaire est devenue plus difficile. Et puis il y a effectivement aussi des causes internes dont on va reparler, qu'on a un petit peu effleurées, sur l'image, l'attitude, le mode opératoire des acteurs humanitaires qui doivent, d'ailleurs on parle beaucoup d'acceptation, évidemment l'acceptation, mais c'est aussi l'acceptation à quelque part de la culture, du milieu dans lequel on travaille. Et simplement, il faut aussi exiger de nos collaborateurs qu'ils aient une connaissance des contextes dans lesquels ils travaillent, et c'est pas en les bunkérisant qu'on va les amener aussi au contact de la population, de leur faire comprendre également quels sont les codes, quelles sont les règles à quelque part, quels sont les comportements. Et je crois qu'on est à l'heure actuelle, les humanitaires, beaucoup plus sous observation par effectivement le milieu ambiant qu'on l'était encore il y a 10 ou 15 ans. Et les dérives que Rachid a nommées, moi je les ai aussi constatées. Effectivement, quand on a vu dans les années 90 les Nations Unies débarquer au Mozambique et voir effectivement le niveau de vie de la population locale baisser, de voir les locations tripler ou quadrupler, les produits de première nécessité aussi, et au Tchad, ce qu'on voit en ce moment. Et je reviens un petit peu à la situation de départ. Je crois que les causes actuelles des incidents de sécurité sont bien davantage de nature criminelle que de nature politique. Si on regarde la statistique, il y a plus de 3/4 des incidents de sécurité CICR qui sont dus à des causes criminelles, à des causes opportunistes à quelque part. Donc l'acteur humanitaire CICR est vu à quelque part comme une organisation riche, rutilante, avec des moyens de télécommunication, de l'argent, des 4x4. Et c'est un petit peu cette distance ou ce manque de proximité par rapport à la population locale qui fait qu'il y a deux mondes qui finalement se côtoient sans se comprendre. Et je crois qu'à l'heure actuelle, parmi un petit peu les tendances et les options sur lesquelles travaille le CICR, c'est pas de revenir à quelque part, je dirais, à habiter sous tente absolument ou je dirais à faire vœu à quelque part de pauvreté. C'est pas ça. Mais c'est simplement de casser cette image que les humanitaires viennent dépenser de l'argent à quelque part une vitrine, un étalage finalement de ce que les humanitaires viennent faire. Et puis finalement, oui, il y a des victimes, il y a des bénéficiaires, et à la fin de la journée, on va quand même s'en soucier. Parce que c'est un petit peu comme ça, malheureusement, que dans plusieurs contextes, la perception de l'humanitaire est faite. Peut-être je terminerai là-dessus, sans cacher aussi qu'il y a deux incidents, moi, qui me reviennent en tête. C'est effectivement toute cette affaire malheureuse de l'Arche de Zoé au Tchad, dont on parle encore à l'heure actuelle à N'Djamena et à Béché, sur la tentative d'enlèvement à quelque part d'enfants tchadiens par une ONG, et puis encore plus récemment en Haïti, des volontaires américains aussi qui essayent de faire sortir une trentaine d'enfants haïtiens non orphelins par Saint-Domingue. J'entends ces gens-là,
moi, ça me fait mal dans la bouche de les entendre parler de label ou à quelque part d'organisation humanitaire. Ça n'a rien à voir avec l'humanitaire. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut l'appeler, je ne vais pas le juger ou le qualifier, mais simplement, ça n'est pas de l'humanitaire. Mais malheureusement, c'est perçu comme étant une dérive d'un certain humanitaire, et comme on ne parle jamais des bonnes choses, mais toujours des choses qui fâchent et des mauvaises choses, c'est ce qui reste, malheureusement, plusieurs années après, dans la tête, effectivement, des gens qui, finalement, ont je dirais, oui, une image ou une perception relativement malheureuse de l'humanitaire, mais à qui on a donné quand même passablement aussi je dirais, de fait pour qu'ils acquièrent cette image-là. Mais alors justement, est-ce qu'il y a des réflexions communes à toutes les ONG sur des stratégies à mettre en place par rapport à ce malaise, par rapport à tout cet état de fait? On se rend bien compte que vous menez des réflexions de votre côté. Peut-être que du côté de MDM, il y a aussi d'autres réflexions. Est-ce que chacun mène ses propres réflexions, ou est-ce qu'à un moment donné, il y a une réflexion commune pour se dire, bon, faisons quelque chose de commun, Pierre Micheletti? Je crois qu'on n'en est pas encore à réfléchir à des plans concertés pour l'ensemble du mouvement des ONG, ne serait-ce que parce que c'est un mouvement qui est c'est une constellation, hein, il y a des milliers d'ONG, et qu'elles sont sur des thématiques d'intervention, sur des modalités de fonctionnement, sur des modalités de financement, sur des cultures de relations avec leurs gouvernements respectifs qui n'ont rien à voir. Si on prend les ONG scandinaves, c'est une zone où, historiquement, en Norvège, en Suède, au Danemark, mais aussi dans une certaine mesure aux Pays-Bas, on a des ONG qui travaillent sans complexe avec leur gouvernement, et en particulier avec leur ministère des Affaires étrangères. Et donc, la question de la perception et de la relation entre la politique étrangère de leur gouvernement et leur positionnement n'est pas ressentie et n'est pas travaillée de la même façon. Hein. Donc, de qui parle-t-on là encore? Dans quel pays, avec quelle ONG, dans quel contexte? Et c'est toujours du cas par cas. Sur la façon dont on peut se saisir, alors bon, à la fois il y a une constellation d'ONG, mais on a quand même un certain nombre d'analyses qui sont communes ou de positions qui commencent à s'organiser. Pour ce qui est de Médecins du Monde, j'ai envie de dire, et on n'est pas les seuls du reste, il y a des choses qui relèvent des pratiques de terrain, et il y a des choses qui relèvent de positionnement politique. Alors sur les pratiques de terrain, ça a déjà été évoqué par le collègue du CICR, c'est la question de la compétence. La compétence pour savoir lire les complexités, pour savoir décrypter les réseaux d'acteurs, pour savoir analyser finement l'acceptabilité ou pas dont on fait l'objet, c'est des choses qui ne s'improvisent pas. Hein, qu'on ne sait pas en sortant frais et moulu de son école d'infirmier ou de la fac de médecine ou d'une école de commerce quand on part jeune volontaire sur le terrain. Donc en termes d'obligation de moyens, il faut que nous ayons ces compétences et la capacité à analyser cette perception et à rencontrer les différents réseaux d'acteurs qu'il y a sur le terrain. Autre chose qui a été évoquée que je voudrais souligner sur le terrain, c'est tout ce qui concerne l'évolution des pratiques. Alors les pratiques, ça va depuis le caractère ostentatoire des maisons, des voitures, mais ça va aussi dans la façon dont on va traiter avec les partenaires locaux, que ce soit les autorités locales, que ce soit les autorités villageoises, les préfets, etc. Dans les pratiques, toujours, ça va être la façon dont on va intégrer ou pas le personnel local, parce que parmi les choses qui ont changé depuis la guerre du Biafra, hein, qu'on cite volontiers comme le point de départ de la génération contemporaine des humanitaires, il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir au niveau politique, au niveau de la revendication identitaire, etc. Mais il y a aussi le fait que aujourd'hui des compétences techniques dans chacun des pays où on intervient, bien souvent il y en a. Hein, des médecins, des infirmiers, des techniciens dans tous les domaines, et qu'une façon aussi de faire évoluer nos pratiques, c'est d'en tenir compte et de les intégrer. Et puis, toujours sur le terrain, faire attention à nos affichages avec les troupes d'occupation, avec des partenaires qui pourraient, dont la proximité pourrait jeter le doute sur nos actions. Et puis, il y a des positions qui sont plus politiques, et puis je m'en arrêterai là pour plus général. D'abord, c'est la question de la cohérence entre le ici et le là-bas. C'est-à-dire, je reviens à l'Afghanistan.
une des choses qui a changé aussi depuis la guerre du Biafra, c'est que les pays occidentaux n'ont plus le monopole de l'information.